Merci de continuer sur Africa TV, en tout cas votre nouvelle chaîne préférée et en ligne depuis un bon moment. Nous sommes en votre compagnie depuis en tout cas quelques années déjà. Vous êtes déjà habitués au visage. Aujourd'hui, nous recevons une autre icône de la politique ivoirienne, mais aussi du monde des médias. Merci, M. Doza. Bonjour, vous allez bien? Oui, je vais bien. Voilà. Je vous dis merci parce que vous avez accepté en tout cas de répondre à notre invitation. Oui. Comme je viens de le dire, vous êtes M. Bernard Dogba Doza à l'état civil. C'est Degba. Degba. Ouais, D-E-G-B-A. G-B-A. Donc, autant pour moi, donc, vous êtes M. Bernard Degba Doza. Ça fait où est ça? Je suis né à Gagnoa. D'accord. Et mon père est de Guibélois, un petit village qu'on appelle Ningbawa. D'accord. Et puis ma mère vient de Soubré, un petit village qui n'est pas loin de Ningbawa, qui s'appelle Zepewa, qui est devenu Mayo dans le regroupement. Ningbawa aussi a des grands noms comme Baes Pinto, on aura appris. C'est mon cousin. Baes Pinto, l'artiste, en tout cas, ivoirien, que nous connaissons bien. Donc vous êtes connu aussi, on va dire, de la génération dite fessiste, dans les années 90, que vous avez galvanisé avec un livre à l'époque qui était sous le manteau. On était à l'époque encore étudiants, et voilà. Mais aussi, vous avez aussi été celui-là même qui a, en tout cas, révolutionné, on va dire, les médias ici en France, à l'époque, toujours dans les années 80, 90, on voyait un jeune Ivoirien arriver à Paris et qui donnait vraiment de la voix dans les médias. Comment les choses ont commencé pour vous concrètement? C'est un peu, bon, je ne dirais pas compliqué parce que je dirais que j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. Bon, on est arrivé à Paris, on était une génération, on est arrivé en 1977. Bon, on est rentré à l'université, principalement à Paris 8 d'abord, parce que moi je suis à l'université de Nanterre. Donc, la radio, pour moi, a commencé principalement en juin 1983, au lendemain de l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir. Bon, on était des jeunes militants d'abord, étudiants, au nom de l'UNESI, qui était l'ancien mouvement étudiant qui avait été dissous par Houphouët-Boigny en 69. Mais qu'on a repris à Paris ici pour contester le régime du parti unique. Donc aussi au Messi aussi. Oui, opposé au Messi en face, bien sûr, qui était le mouvement étudiant pro-gouvernemental. Donc nous, on a récupéré l'UNESI. Dans l'UNESI, il y avait deux tendances. Il y avait les staliniens et il y avait les trotskistes. Nous, on était dans la tendance trotskiste et les trotskistes se battaient pour la réunification de l'UNESI lorsque nous avons été choqués par les événements de l'université d'Abidjan, au cours desquels 3 professeurs avaient été désignés comme étant les meneurs d'une fronde ethnique, on a appelé ça le complot BT, par le président Houphouët-Boigny. On a cité Laurent Gbagbo, on a cité le professeur Jadi Zarou, et puis Kipré Pierre. Donc, c'est à l'issue de cela qu'il y a eu des grandes manifestations à Paris. Et puis finalement, quand on a fini les manifestations, j'ai été coopté par un de mes professeurs pour entrer en radio. Voilà comment je suis donc entré dans une radio qu'on appelle d'abord Média Soleil, à la rue des Cendriers à Paris, à Ménilmontant. Donc de Média Soleil, je suis entré à Tropique FM en 85, de Tropique FM qui est devenu ensuite Média Tropical, que j'ai quitté en 2003. Donc mon cheminement est cela. Quand je suis arrivé à Média Soleil, j'ai créé une émission, Exil, puisqu'à cause de la politique qu'on faisait dans le mouvement étudiant, j'ai créé Exil, qui recevait, par rapport aux partis uniques ivoiriens et africains, les opposants politiques qui n'avaient pas le droit à la parole, ni dans leur pays, encore moins en France, où la liberté d'expression était réduite pour les opposants africains principalement. Voilà comment donc les Ivoiriens ont appris à m'écouter. Quand je recevais les opposants politiques les dimanches, beaucoup d'Africains m'ont suivi, jusqu'à ce que Laurent Gbagbo, qui est arrivé en 82 à Paris, vers la fin du mois de novembre, qui a sorti son livre en 83, disons, au début de l'année, et que j'ai finalement reçu le 25 décembre 1983, pendant 2 heures, et qui nous a donné l'espoir d'un changement en Côte d'Ivoire par la revendication du multipartisme, parce que nous étions, nous, sur la thèse de la révolution anticoloniale qui nécessitait une armée, qui nécessitait donc des moyens financiers qu'on n'avait pas à l'époque, donc on était dans le discours verbal. Voilà comment donc j'ai poussé Laurent Gbagbo au devant de la scène pour le promotionner avec le Front populaire ivoirien jusqu'à ce que Houphouët-Boigny ait agacé
envoie Abdoulaye Diallo en 86, négocier jusqu'en 88. J'étais même au Sénégal quand il est passé chez moi pour me laisser un mot disant qu'il partait en Côte d'Ivoire et que le combat s'est poursuivi. Mais si lui, il échouait, il fallait que nous, on reprenne le relais. On va revenir sur ce parcours qui est quand même édifiant. Hein. On vous a beaucoup écouté, on vous lit très souvent via les réseaux sociaux, mais aussi via, en tout cas, ces canaux de télévision, de radio dont vous parlez. Effectivement, vous parlez de Laurent Gbagbo. Vous êtes ivoirien, vous êtes Bété, vous l'avez dit, de Guibérois, de Nimbawa. La nouvelle aujourd'hui à Abidjan, c'est le décès, malheureusement, de la mère génitrice de ce monsieur que vous avez connu. D'abord, je m'incline devant le décès de notre mère commune, parce que Laurent Gbagbo, c'est mon ami d'exil. J'ai les larmes qui me montent aux yeux, mais je me contrains. C'est une situation terrible parce qu'il était déjà au pouvoir quand son père est décédé. Il n'avait pas eu la possibilité de pleurer comme on pleure chez nous au pays BT. Et là, voilà, il est en prison à La Haye. Le décès de sa mère survient. C'est une situation très difficile. Mais le fond du problème, c'est la dictature qui nous a pris à la gorge depuis 1990, lorsque Houphouët-Boigny a nommé Alassane Ouattara comme Premier ministre. Aujourd'hui, cet homme est au pouvoir à Abidjan par des méthodes illégales. Et nous sommes en train de réfléchir par quels moyens nous pouvons l'enlever sur le fauteuil présidentiel. Sur le cas du décès qui frappe aujourd'hui toute la Côte d'Ivoire, hein, vous parlez de Laurent Gbagbo tout à l'heure, de sa mère, certainement que vous avez connue, ou bien certainement dont vous avez entendu parler. Une mère qui part comme ça pendant que son fils est incarcéré, au pays BT, ça doit faire très mal. C'est beaucoup, c'est pour ça que je suis passé rapidement, parce que comme les larmes me montaient aux yeux, je n'avais pas envie d'épiloguer là-dessus longtemps. Parce que moi, j'ai été élevé par ma grand-mère. Quand elle est décédée, je n'étais pas là. Je suis rentré dans une sorte d'émotion. Pendant 3 mois, j'ai été bloqué à Paris. Je n'ai pas été capable d'y partir, parce qu'on m'a prévenu 2 ou 3 ans après son décès. Et donc, on l'avait déjà enterré. Il ne fallait pas que j'y aille à Abidjan. Donc, c'est des sujets qui sont très sensibles, que je n'aime pas beaucoup évoquer et puis me tendre là-dessus. C'est pour ça que je suis volé rapidement. Beaucoup disaient quand même que, selon nous, en tout cas, ce qu'on a appris dans les coulisses, que cette mère-là, effectivement, qui était très affectueuse vis-à-vis de son fils Laurent Gbagbo, n'a pas finalement su que ce dernier était finalement détenu à La Haye pendant longtemps. Est-ce que c'était une bonne raison aujourd'hui pour les proches de la famille de lui cacher cela? Est-ce que, selon vous, une mère ne doit pas savoir de quoi souffre son fils? Vous savez, ce sont des paysannes, elles sont dans les villages. Et ce genre d'informations dramatiques peut précipiter la santé de foi. Parce que la santé en Afrique, c'est quoi? C'est des gens qui se soignent qui ne vont à l'hôpital que quand ils sont malades. Bon, on me dira, bon, c'est la mère du président. Elle a dû être soignée par des médecins appropriés, mais on ne sait jamais. Laurent Gbagbo n'avait jamais associé sa famille à la gestion de son pouvoir. On a même vu, c'est maintenant que Michel Gbagbo a été coopté par Afin N'Guessan pour entrer au FPI, sinon du vivant, de la présence même de son père. Eh bien, Michel n'avait jamais participé à aucune activité politique officiellement. Il n'était pas membre du comité central du FPI, il n'était même pas militant. Mais officiellement, bon, il pouvait être militant de base, mais il n'avait pas de place, il n'avait pas officiellement un titre dans le FPI. Bon, donc, ça montre bien que Laurent a toujours voulu cacher sa famille. Il a toujours mis de côté par rapport à la gestion du pouvoir politique. Moi, j'ai vu même des réactions sur le net quand tu as été au Ghana faire l'interview, il a sorti, il a débusqué. Alors que c'était important, le fils était en prison, il fallait au moins qu'on sache où se trouve la mère et que bon, les gens disent, bon, au moins sa maman est là. Donc, en espérant qu'au vu de la maman, le fils va peut-être tout faire pour sortir, pour qu'au moins il voit la mère partir. Malheureusement, aujourd'hui, le destin a décidé autrement. Elle est partie au moment où lui, il est enfermé à La Haye. Donc, c'est un sujet que je ne voulais pas beaucoup traiter, puisque je suis touché profondément. C'est ce matin que j'ai appris la nouvelle et je suis vraiment attristé. Attristé, c'est aussi toute l'Afrique qui est, depuis, on va dire, les années 90, c'est vraiment aussi attristé par ce qui arrive aussi au continent noir. Mais vous, déjà, depuis les années 90, vous avez produit un brûlot, Liberté confisquée, le complot franco-africain. Voilà. Qui est le livre de la jeunesse. Et on voit en couverture Mitterrand, Houphouët, Eyadema, Mobutu, Onyen, et bon. La seule personne vivante sur la photo, il faut montrer bien le bouquin, la seule personne vivante sur la moto, c'est Georges Onyen. Tout le reste, c'est parti. C'était quoi l'idée à l'époque? Liberté confisquée, le complot franco-africain. Qu'est-ce que vous voulez expliquer à ce? Moi, j'étais un jeune journaliste ivoirien. Je suis rentré en radio. Il y a beaucoup de journalistes à Paris.
Mais la radio, c'est un autre monde. Je suis rentré en radio, j'ai commencé à faire des interviews de tous les hommes politiques français, jusqu'à même à Le Pen. Donc j'ai commencé à fouiller les documents. Chaque jour, on avait des dépêches qui tombaient, qu'on lisait à l'antenne. Et derrière les dépêches, il y a souvent des dossiers qui sortent, il y a des références. C'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé des recherches qui m'ont amené, poussé, jusque dans les années 1600, 1400, 1600, 1800. Et j'ai découvert qu'en réalité, notre destin était hypothéqué, bien avant le décret Sadi Carnot de 1893. Notre destin avait déjà été hypothéqué. Quand on voit aujourd'hui, on découvre aujourd'hui la charte de l'impérialisme, où c'est écrit noir sur blanc, ce qui nous est arrivé à Abidjan en 2011, je suis surpris. La charte de l'impérialisme, où il est écrit noir sur blanc que un pays du tiers-monde n'a aucune légalité vis-à-vis du monde européen, où c'est écrit que lorsqu'un président africain n'est pas dans l'optique occidentale, on peut décider à Paris d'en faire un dictateur, comme on peut à l'aise s'il reprend les intérêts français et il obéit à l'aveuglette, décider, même s'il massacre son peuple, à en faire un bon président. Ça, ce sont des choses qu'on ne peut découvrir qu'en cherchant. Mais comme les Africains, bon, beaucoup ont la chance de venir en France, on a des bibliothèques dans les quartiers, on a des écoles, on a tout pour s'instruire, mais beaucoup préfèrent s'amuser. Vous voyez, ils sont toujours surpris quand on dit tel événement, tel événement. Quand j'ai sorti Liberté confisquée, le complot franco-africain en 91, beaucoup m'ont traité de fou. Les gens ont même dit que c'est un roman. Tellement les choses qui sont dedans sont tellement grosses, on dit non, c'est un roman. Ça ne peut pas être la vérité. Mais c'est important la vérité. Aujourd'hui, quand on regarde, quand on lit Liberté confisquée aujourd'hui, on voit que ce qui est arrivé à Abidjan n'est pas une vue de l'esprit. Pendant 16 jours, 4 armées étrangères, c'est-à-dire la Licorne, l'ONUCI, les Comog, les FRC, qui sont un ramassis de tous les jeunes de la sous-région, dans une armée au service d'un homme, Alassane Ouattara, venu massacrer la Côte d'Ivoire et occuper le pays au vu et au sud, l'opinion internationale qui ne réagit même pas. L'ONU n'a jamais mandaté une commission d'enquête. Encore moins la démocratie française, qui est prompte à parler de droits de l'homme, n'a jamais demandé à comprendre comment son armée a pu bombarder une ville comme Abidjan, où il y avait 7 500 000 habitants, des femmes et des enfants en bas. Comment on a pu pilonner cette ville-là pendant 11 jours sans que personne ne dise un mot. On a diabolisé Gbagbo, mais Gbagbo, on pouvait aller le chercher avec un commando français. On n'avait pas besoin de bombarder la ville pour ça. Mais on a voulu punir le peuple ivoirien à cause de son soutien à Laurent Gbagbo vers la politique du changement. C'est ça qui est aujourd'hui compréhensible. Alors, voilà pourquoi j'ai dit... Concrètement, beaucoup, peut-être certainement ne comprennent pas, c'est quoi ce changement-là que Laurent Gbagbo voulait, en tout cas, inspirer au peuple de Côte d'Ivoire? C'est quoi ce changement-là? On n'arrive pas à comprendre, effectivement. Ça dit, bon, j'ai essayé, dans ces derniers temps-là, au cours des interviews que j'ai accordées à certains journaux, d'expliquer un peu la tactique de Laurent Gbagbo. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent. Il y a des bouquins qui sortent aujourd'hui. Gbagbo, l'homme des temps, Gbagbo, c'est sûr, Gbagbo, l'icône. Mais moi, j'ai connu Gbagbo l'intellectuel. D'accord. Voilà, le penseur, l'idéologue. Avant qu'il ne devienne le président de la République. C'est deux personnages différents. D'accord. Voilà, le militant. Celui qui avait une idée, qui a étudié Lénine, qui a étudié Trotsky, qui a étudié Mao. D'accord. Donc il a ramassé quelques idées éparses de par-ci par-là. Et il a voulu inventer un nouveau concept qu'on appelle la transition pacifique à la démocratie. D'accord. Voilà, nous étions dans le parti unique. On avait le choix de faire la guerre contre le parti unique, la guerre de libération. Mais comme on n'avait pas un pays allié dans l'impérialisme pour nous aider à faire cette guerre-là, il a préféré qu'on revienne à la conquête de la liberté de parole. Par le biais de ce qu'il a appelé la transition pacifique. Parce qu'il était convaincu que... Est-ce qu'il y a des référents dans d'autres pays que vous venez de citer? Non. Ou c'était une invention, en tout cas, de Laurent Gbagbo? C'est une invention individuelle. Il dit, bon, nous allons nous battre contre le parti unique, revendiquer, réclamer la réinstauration du multipartisme qui avait été confisqué en 1956 au stade Géant, dans un discours par Houphouët-Boigny, qui disait qu'au nom de la Constitution nationale, il ne fallait pas qu'il y ait plusieurs partis politiques. Donc il avait phagocyté l'ensemble des partis dans un seul parti qu'on appelait le PDCRDA. Alors, maintenant, la revendication... Mais que cela n'a pas pu aussi permettre à la Côte d'Ivoire de se stabiliser au moins pendant 40 ans? Bon, on nous a dit que le parti unique... Beaucoup de gens regrettent aujourd'hui
Qu'à l'époque du Houphouët-Boigny, on avait ça, on avait ça, on avait ça, on a fait ça. Mais Houphouët-Boigny était d'abord le dictateur local. Il avait le parti unique, la radio unique, la télévision unique. Et il était le père unique qui, chaque 5 ans ou chaque année, organisait les journaux du dialogue. On l'écoutait seul. C'était un ministre français. Il a été membre du gouvernement Guy Mollet à Paris avant de rentrer en Côte d'Ivoire comme Premier ministre. Donc Houphouët-Boigny apparaissait dans la sous-région comme un homme de la stabilité. Mais pourquoi il était stable? Parce qu'il avait signé un pacte avec la France, qui lui envoyait tout ce qu'il voulait, hein, qui prenait en retour notre cacao. Le cacao ivoirien, avec toutes les matières premières que nous avons en Côte d'Ivoire, mais le cacao ivoirien, que vous pouvez vendre sur le marché international, au prix modique de 500 francs ou de 800 francs CFA, voire même de 1000 francs CFA. Mais à travers l'ivoirien, la France nous a spoliés grandement. Elle a fait qu'en sorte la Côte d'Ivoire ne s'est jamais développée parce que les dérivés du cacao ivoirien nous échappaient. Ça, c'était un autre débat. Mais on parle de la stabilité qu'il faut réinstaurer pendant 40 ans. Alors, la Côte d'Ivoire a connu quand même un semblant de paix, de stabilité. Les populations ivoiriennes, chacun quand même vacances ses occupations. Pas comme maintenant. Selon vous, le peuple a besoin de quoi concrètement pour avancer? Il faut d'abord que l'Ivoirien mange à sa faim. Il faut que en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien puisse manger le matin, le midi, le soir. Malgré la stabilité dont vous parlez. Est-ce que vous Boigny mangeait aussi? Les Ivoiriens mangeaient, mais est-ce que le repas était garanti? Est-ce que vous avez vu Houphouët-Boigny lancer un vaste programme agricole pour permettre aux Ivoiriens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest? Il y a quand même l'autosuffisance alimentaire. Est-ce qu'on avait l'autosuffisance alimentaire? Les Ivoiriens mangeaient parce qu'ils mangeaient. Et ceux qui ne travaillaient pas. Les paysans au village, ils faisaient quoi? Ils étaient des paysans qui pratiquaient l'agriculture comme nos aïeux à l'époque, dans les années 1000, 1200, 1300. On l'a dit. La terre appartient à celui qui la met en valeur. Ça, c'est encore une autre dimension. Voici le résultat de la terre appartient à celui qui la met en valeur. Les étrangers sont venus, ils ont pris possession de notre terre. Les Ivoiriens étaient où? Les Ivoiriens. Mais d'abord, qui a fait venir les étrangers? C'est Houphouët-Boigny les colons depuis 1923. C'est eux qui nous ont envoyé les Ivoiriens par le train. Le chemin de fer a été construit depuis 1923, d'Abidjan à Ouagadougou pour faire descendre les Mossi dans l'implantation. Donc Houphouët était un grand patron du syndicat agricole, les grandes plantations qui rapportaient de l'argent. À l'époque coloniale, Houphouët-Boigny qui était un chef colonial ne payait pas les ouvriers. Donc il profitait du travail forcé. Le travail forcé n'a été aboli qu'en 1946. Mais avant 1946, il était déjà propriétaire de combien de plantations, de combien d'hectares. Donc il s'est immensément enrichi pendant le travail forcé, pendant la période coloniale. Donc c'était un agent colonial, c'est l'homme que les colons ont pris comme leur représentant. Ça, c'est l'histoire du Houphouët-Boigny. À cette époque, les Ivoiriens nantis, ils étaient où? Est-ce qu'on leur empêchait d'aller au champ, de mettre la terre en valeur? Est-ce qu'il y avait un problème de foncier rural à cette époque-là, comme on le sent aujourd'hui? On était dans une période coloniale. Dans la période coloniale, les petits planteurs n'avaient même pas les moyens d'entretenir leur plantation. Donc, ils ont commencé à employer les ouvriers agricoles. Autant le PDCIRDA, le syndicat agricole, luttait contre les colons pour que le prix d'achat du cacao et du café soit réajusté, autant le petit planteur ne pouvait même pas lutter contre le colon. Donc, il suivait aveuglément Houphouët-Boigny. Quand nous sommes entrés à l'indépendance, le petit planteur du village, qui n'a pas les moyens de payer son ouvrier agricole, dealer avec lui. Voilà, tu travailles pendant 5 ans, tu me donnes la récolte, et après les 5 ans, je te donne la plantation, tu peux l'exploiter pendant 5 ans pour te faire payer toi-même. Au pire, si le petit propriétaire meurt, l'ouvrier agricole devient propriétaire et au détriment des enfants. Voilà ce qui a amené les premiers conflits en Côte d'Ivoire, entre les ouvriers agricoles et les petits planteurs. Donc, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que la Côte d'Ivoire ne s'est pas donné les moyens d'intégrer la descendance de ces ouvriers agricoles qui sont venus en Côte d'Ivoire et qui ne sont jamais repartis. Voilà où le problème coince aujourd'hui. On va y arriver. On va revenir un peu à votre livre, Liberté confisquée, le complot franco-africain, que vous avez écrit depuis 1991. Nous sommes en 2014, en octobre. Et on a l'impression que cela a été vu un peu comme une prédilection, on va dire, quelque chose que vous aviez déjà avisé. Pensez-vous aujourd'hui que ce livre a eu de l'impact finalement sur les consciences africaines aujourd'hui? Si le livre revient aujourd'hui encore à la surface de l'actualité, c'est parce qu'il reflète l'actualité de 2011-2012. Quand je disais dans ce livre que les présidents africains ne sont que des sous-préfets de la France, à l'époque, les gens disaient que j'exagérais.
Mais aujourd'hui, on a vu comment Abidjan a été bombardé pendant 16 jours. Pourquoi? Parce que Gbagbo a refusé d'être un bon sous-préfet de la France. Et qui on a mis à la place? On a mis un bon sous-préfet. Attends, quand vous dites un bon sous-préfet, Gbagbo n'a pas été un bon sous-préfet. On a vu aussi sous Gbagbo Laurent tous les contrats juteux, hein, du port, Bolloré, Bouygues. Gbagbo a gouverné pendant combien de temps? Gbagbo n'a jamais cédé, parce que tout ça. Il a gouverné pendant 2 ans. Okay. Tout le reste des concessions qu'il a fait, c'était sous la pression de la rébellion. Mais il a quand même pu payer les fonctionnaires, il a pu payer aussi tous les reliquats du Nord, de la rébellion. Parce avec quel argent? Il a utilisé l'argent du cacao. C'est pourquoi je voulais parler de l'argent du cacao tout à l'heure. Mais vous avez sauté le débat. Vous avez dit que ce n'est pas le moment du débat, mais on va le faire, ce débat. Les dérivés du cacao. Vous voyez, c'est des milliards qui nous échappent. C'est uniquement sur la vente du cacao brut qu'il a pu payer les fonctionnaires. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans une Côte d'Ivoire. Nous, on se bat pour une Côte d'Ivoire nouvelle. On se bat pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Gbagbo, c'était l'homme de toutes les concessions. J'ai dit dans les milieux ici, j'ai dit, négociez avec Gbagbo, trouvez une solution. Arrangez-vous avec lui. Parce que si vous échouez avec lui, avec nous, vous n'allez pas négocier. On négociera qu'après le combat. Vous, c'est qui, là? Parce que vous dites négocier avec Gbagbo, mais avec nous, vous n'allez pas négocier. Vous, c'est qui? Non, je veux savoir, M. Doza. Bon. Parce qu'on vous entend parler, on vous entend écrire. Bon, j'ai expliqué un peu, j'ai commencé à expliquer dans les dernières interviews, là, pour les gens qui ne sont pas avertis. J'ai dit que nous sortions d'une école de gauche. Nous sommes la génération estudiantine de 1980, qui avons été formés dans le moule des idéaux communistes. Donc notre combat, c'est le combat anticolonial par les armes contre le régime d'Abidjan. C'est ça que depuis, qui était notre leitmotiv. Et nous avons été mis en minorité au congrès du MID en 1984. Donc on a laissé passer les sociodémocrates. Le MID, c'est quoi déjà? Le MID, c'est le mouvement ivoirien pour le droit démocratique. Ici à Paris? Oui. On a créé ce mouvement-là avec les Dom Melo, avec les Lognon Maurice, avec les Jean-Jacques Traoré. On a créé ce mouvement à Paris, à la rue de Nanteuil, dans le 16e, dans les locaux d'un mouvement anti-impérialiste que je nommerai tout à l'heure. Au congrès, on a dit qu'il fallait qu'on laisse Gbagbo partir, puisque les partisans de la prise des armes avaient une vision qui immédiatement avait besoin de moyens financiers pour frapper le régime d'Abidjan. C'était vous à l'époque? Ben oui, moi je le revendique. Ok, voilà. Dites-le haut fort. Assumez, M. Doza. Parce que aussi, on va arriver tout à l'heure, beaucoup de médias, en tout cas ivoiriens, déjà, vous voyez derrière quelques bruits de bottes, mais on va en parler. Doza, revenez un peu sur les personnalités de Laurent Gbagbo et d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, c'est l'actuel président de la Côte d'Ivoire, certainement vous le savez. Laurent Gbagbo, c'était l'ancien président de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que les Ivoiriens doivent retenir de ces deux personnages-là? Bon, vous savez, il y a un problème en Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire, très tôt, a été envahie par la main-d'œuvre étrangère. D'accord. Et l'Ivoirien n'a jamais été galvanisé par notre ancien président pour la prise en compte de son identité nationale à travers l'appropriation de sa terre. Vous ne voulez pas dire Laurent Gbagbo? Non, je parle de Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny. Qui a été le premier à dire non seulement que la terre appartient à celui qui la met en valeur, mais qui a même dit qu'il voulait étendre la nationalité ivoirienne à toute la CEDEAO. D'accord. Il a essuyé un refus à l'Assemblée nationale. Bon, c'est un homme qui a géré selon son époque. Il s'est appuyé sur le travail étranger et il s'est appuyé sur l'intelligence étrangère. D'accord. En remettant en cause, en mettant même de côté sa propre nationalité et ses propres concitoyens. D'accord. Houphouët donc est mort en 1990. 93. Mais, en 93 oui. Non, bon, politiquement, il est mort en 90 quand on a Houphouët-Boigny voleur. Le reste, c'était un pantin qui... D'accord, ça vous le dites. Voilà. Donc, Houphouët-Boigny maintenant disparaissant, il nous laisse encore un autre voleur qui avait déjà été identifié en 1977 comme un voleur patenté pour avoir détourné plus de 33 milliards sur les usines sucrières du Nord qu'on appelle Conan Bédier, un homme incapable, dont les capacités est même connue de tout le monde. Cet homme-là prend le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui nous invente l'ivoirité. Parce que, incapable de concurrencer un homme comme Alassane Ouattara, il dit que, bon, pour être candidat aux élections présidentielles, il faut être des pères et des mères ivoiriens, eux-mêmes ivoiriens de souche. Dans une Côte d'Ivoire de 3 millions d'habitants en 1960, quand en 1993, on demande à un candidat d'être ivoirien, avec les deux parents ivoiriens, et
les grands-parents ivoiriens, il n'y a pas grand monde, en dehors des 66 ethnies de Côte d'Ivoire. Bon. On oublie aussi, ou on refuse de voir qu'entre 1960 et 1994, la Côte d'Ivoire a été broyée par le métissage. Aujourd'hui, après l'arrivée de Ouattara au pouvoir, je pense même qu'en 2015, moi je chercherai avec une torche un Ivoirien qui aura le père ivoirien et la mère ivoirienne, avec l'arrivée des Dozo, venus du Mali et du Burkina Faso. Je crois que la Côte d'Ivoire doit volontairement, progressivement disparaître d'ici 2025 au profit d'une nation hybride. C'est quoi concrètement, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui du président Alassane Ouattara, du personnage? Pour moi, d'aucuns disent qu'il est étranger, d'autres disent qu'il est né en Côte d'Ivoire, il est burkinabé, il a fait ses études aux États-Unis. Vous voyez, c'est compliqué. Ce que je sais, c'est que Alassane Ouattara a été appelé par Houphouët-Boigny dans les années 88 pour venir secourir son économie à l'agonie. En 90, il en a fait un Premier ministre. Il savait bien que Ouattara n'était pas ivoirien, puisque des journaux africains ont publié la nomination d'Alassane Ouattara à la BCEAO comme étant celle d'un Burkinabé. Les journaux existent. Il y a même un livre qui vient d'être publié par Denis Priant et Arsène Tour aux éditions L'Harmattan, où un journal qui a été publié dans le livre annonce la nomination d'Alassane Ouattara en tant que Burkinabé. Il est arrivé à Abidjan, il s'est fait une carte d'identité. Bon, on connaît comment ça se fonctionne. Voici quelqu'un qui donc a un problème. Mais ce que j'ai dit, je vais entrer dans la légalité en sortant de la polémique politicienne. Que dit notre Constitution? Gbagbo était un grand légaliste. C'est pour ça qu'on l'a laissé partir sans faire la révolution. Que dit notre Constitution? Elle a été votée à 86% en juillet 2000. Elle dit que pour être candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire, il faut être des pères et des mères ivoiriens, eux-mêmes ivoiriens de naissance. Ouattara n'était pas dans ce cas-là. Il a préféré aller financer une rébellion. Sous la pression donc de la rébellion, la Côte d'Ivoire de Gbagbo est empêchée de fonctionner. Gbagbo devient donc un bohémien à la recherche de la paix. Et c'est en Afrique du Sud que Thabo Mbeki dit à Gbagbo: fais un décret qui permet à Ouattara d'être candidat, ça va résoudre la crise en Côte d'Ivoire. Donc Gbagbo fait un décret en s'appuyant sur l'article 48. C'était un mauvais choix ou un bon choix? Bon, c'était un choix tactique. Parce qu'en fait, le décret de Gbagbo n'engage pas la Constitution. Voilà, il y a une nuance. Le décret de Gbagbo n'engage que sa personne en tant que président de la République. Mais la Constitution de la Côte d'Ivoire continue à dire que pour être candidat, pour être président en Côte d'Ivoire, il faut être des pères et des mères ivoiriens, eux-mêmes ivoiriens de naissance. C'est l'article 48 de la Constitution. L'article 48 de la Constitution ne peut être utilisé que par le président seul qui l'utilise en cas de nécessité nationale. Mais ce n'est pas un référendum. Donc, Ouattara, le décret de Gbagbo permet à Ouattara de participer aux élections. Mais après les élections, logiquement, il fallait qu'un nouveau décret permette à Ouattara de devenir ivoirien. Il faut que Gbagbo signe un décret pour que Ouattara devienne d'abord ivoirien avant de vouloir devenir président de la République. Pour le moment, le décret signé lui permet de participer aux élections, mais pas de devenir président de la République. Donc, mais quand on passe aux élections, c'est pour devenir président de la République. C'est pas évident. Le décret ne le dit pas. Le décret dit que tu participes aux élections. Et en cas de victoire, il fait quoi? En cas de victoire, il faut qu'on change la Constitution par un référendum. Or, celui qui devait changer la Constitution par le référendum est en prison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ouattara a gagné les élections en novembre 2010, et puis on prenait encore 1 mois, 2 mois pour organiser un référendum, et c'est maintenant le référendum était défavorable. Un nouveau décret provisoire en attendant que le référendum se fasse. Et pour que le référendum se fasse, il faut d'abord prendre le temps pour expliquer aux Ivoiriens qu'aujourd'hui, il y a une génération d'étrangers nés en Côte d'Ivoire qui considère qu'elle appartient au corps ivoirien, et quelqu'un vient d'être élu, il faut qu'il ait notre président, il faut qu'on fasse en sorte qu'il reprenne la Côte d'Ivoire à l'extérieur. On peut l'expliquer au peuple, ça, on n'a pas besoin d'arriver au pouvoir par la force, alors qu'on sait très bien que c'est une dérogation qui vous a permis de participer aux élections, et vous arrivez, vous vous asseyez dans le fauteuil présidentiel, la personne même qui vous a signé le décret de participation aux élections, vous le mettez en prison, et puis vous êtes là. Vous n'êtes pas ivoirien, vous n'êtes pas naturalisé ivoirien, vous êtes là, vous partez à l'étranger, vous parlez au nom de la Côte d'Ivoire, vous signez au nom de la Côte d'Ivoire, mais ça engage qui? Imaginons que demain il y a un coup d'État. Nous on ne reconnaît pas tout ce que Ouattara a signé. Donc ceux qui signent à Ouattara n'engagent qu'eux-mêmes.
Pourquoi avoir aussi signé un décret pour qu'il s'engage dans C'est une proposition de Thabo Mbeki. Oui, mais celui qui l'a signé, c'est pas quand même, excusez-moi du terme, mais c'est pas quand même un non-averti. Laurent Gbagbo, était quand même le président de la Côte d'Ivoire à cette époque-là. C'est sous les pressions qu'il l'a signé. Pour que la crise s'éteigne, c'est Thabo Mbeki qui a proposé ce décret. Mais ce décret ne fait pas de Ouattara un Ivoirien. C'est un décret pour participer aux élections. Parce que Ouattara a dit aux rebelles que vous allez frapper le régime ivoirien et vous exigez que je participe aux élections. Tant que je ne suis pas candidat, parmi les candidats, il n'y aura pas de peine civile. Solo Guillaume l'a revendiqué depuis Bouaké, que nous avons pris les armes pour que Ouattara soit candidat aux élections présidentielles. Mais ils savent très bien que Ouattara n'est pas ivoirien. Vous avez les preuves que Solo Guillaume a dit cela? Mais il a dit devant les caméras, ça a été diffusé partout dans le monde, que nous avons pris des armes à Bouaké pour que Ouattara soit candidat. Il l'a dit. D'accord. Donc, ce n'est pas des choses cachées. Nous disons que Ouattara est un président autoproclamé, puisque la constitution ivoirienne ne le reconnaît pas. Mais il y a eu quand même des élections en Côte d'Ivoire. Il y a eu des élections en Côte d'Ivoire, mais les conditions des élections, les conditions même dans lesquelles les élections sont passées. Mais qui devait garantir ces conditions-là? Est-ce que c'est à Ouattara ou bien c'est à Laurent Gbagbo de garantir ces conditions? Les accords de Ouagadougou disaient très bien avant les élections qu'il fallait que les rebelles déposent les armes. Et pourquoi les Ouattara n'a pas voulu que les rebelles déposent les armes. Et pourquoi Gbagbo allait aux élections? Mais Gbagbo a été aux élections sous la pression de la communauté internationale. D'accord. Qui voulait forcément qu'il y ait des élections pour qu'un président soit élu. Or, comme Ouattara avait déjà été choisi comme le président de la communauté internationale, les élections étaient juste un passage de légitimation, sans la volonté du peuple ivoirien. Aujourd'hui, on fait les questions des élections. Dans un an, nous sommes en 2015, et c'est la prochaine présidentielle. Selon vous, quelles sont les chances finalement de la Côte d'Ivoire de s'en sortir définitivement? En tout cas, de sortir de ce cycle de violence et de crise. Qui a amené la violence en Côte d'Ivoire? C'est Alassane Ouattara. Parce qu'il n'a pas été candidat en 2000, donc il a financé la rébellion avec Loïc Follerou, son beau-fils. Armagaro. C'est eux qui ont financé la rébellion. Tout le monde le sait aujourd'hui. Vous avez les preuves, vous avez les écrits, vous avez des chèques, vous avez des... Charles Onana a écrit ça. Oui, mais vous aussi vous écrivez, monsieur. Ben, moi, pour l'instant, je regarde. Ce qui est sûr, c'est que Ouattara a amené la violence en Côte d'Ivoire. Il ne peut partir du pouvoir que par la violence. C'est ma conception. C'est des menaces alors, finalement. C'est ma conception. Vous voyez bien, tous ceux qui se disent démocrates en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur et qui veulent amener Ouattara vers la démocratie, ils voient bien qu'il y a un mur. Vous avez aussi être aussi très virulent avec le règne de Laurent Gbagbo. Là maintenant, c'est avec le règne de Ouattara. Finalement, vous êtes virulent avec tous les régimes. J'ai été virulent avec le régime de Gbagbo, même dans la liberté confisquée. Là, j'ai dit que Gbagbo n'est pas un révolutionnaire. D'accord. Qu'il a trahi la volonté populaire en allant s'associer avec les gens du PDCR. Pourtant, c'est un démocrate, vous le dites. C'est un social-démocrate. Vous le reconnaissez? C'est un social-démocrate. Il n'est pas révolutionnaire. C'est pas la même chose. D'accord. Voilà. Donc, les social-démocrates pensent, c'est un peu le cas de Hollande ici à Paris, en nommant Macron comme ministre de l'économie, il pense qu'il va faire du plaisir au patronat pour que ces derniers créent des emplois, ce qui n'est pas évident. On a vu le système, comment il fonctionne. Donc, Gbagbo, en partant vers les anciens dignitaires du PDCI, il a pensé que ces gens-là aimaient la Côte d'Ivoire comme lui et que ces gens-là allaient l'accompagner jusqu'à la réussite de son système. On a vu comment ils ont fonctionné. Ils ont profité de la naïveté de Gbagbo et puis ils ont vidé les caisses. Ils ont pris l'argent, chacun s'est enrichi. Et puis Gbagbo a été abandonné dans le bombardement d'Abidjan. Et tous sont partis avant. Et là, c'est qui? Les gens du PDCI. Tous les gens qu'il avait dans son gouvernement, qui sont tous des alliés du PDCI, d'autres qui étaient des PDCI qui ne l'avouaient pas, des gens comme les Bertin Kadé, qu'on connaît, ce sont des gens du PDCI, les Alou et Gênes, ce sont des gens du PDCI, qui n'ont jamais été du FPI. Ce sont des gens que Gbagbo a cooptés sur la base de l'amitié, la base de l'ethnie, et qu'on a mis dans le gouvernement et qui l'ont aidé à s'enfoncer. Et qui sont partis au Maui. Les Français ont commencé à tirer en l'air. J'étais à Abidjan. Beaucoup n'y étaient pas, mais on a vu ceux qui sont restés, et on a vu ceux qui sont partis dès les premiers coups de feu. Il y a des gens que j'ai vus dans les meetings à Abidjan qui criaient « Si on veut toucher un cheveu de Gbagbo, il faudrait qu'on passe sur mon corps. » On les a vus partir. D'autres sont partis avant le 27 mars. D'autres sont partis dès le 27 mars au soir. Quand ils ont entendu, dans le ciel d'Abidjan, déchiré par les fusillades des hélicoptères français. Rien que les fusillades ont fait partie déjà le même soir, tout le monde. J'ai téléphoné à l'état-major. L'état-major était vide. Notre armée avait déserté. Mais c'était la guerre. Chacun se cherchait. Et pourquoi il y a une armée? Une armée, elle est faite pour la guerre. Une armée, c'est pas composé de fonctionnaires. Quand on vient à l'armée, c'est pour mourir. C'est pas pour manger et grossir son ventre. Je suis désolé.
Monsieur Douza, avec vous, nous allons parler d'un sujet aussi très intéressant aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dont on ne parle pas assez. Hein. Et les prochains inconnus, ce sont les ex-leaders de la FECI que vous avez connus, que vous avez d'ailleurs galvanisé à l'époque du Parti unique. Oui, avec les cassettes des émissions. Surtout avec les cassettes, avec aussi ce livre, aussi, 91, on se souvient encore à l'université. Vous, aujourd'hui, qui connaissez cette génération-là, on parle de Massa Yepo, on parle de Blé Guirao, de Blé Goudé, de Damana Pikas, et j'en passe, Zegen, Grogé Charles, paix à son âme. Présentez-nous cette génération-là, mais aussi de Soro Guillaume, j'allais oublier, cette génération-là qui s'apprête d'ailleurs certainement à sauter votre génération. Me semble-t-il, hein, si vous ne faites pas attention. Hein? C'est quoi quelles sont cette génération-là? Babo, c'est la génération de 1969, oui. Nous sommes la génération de 80. D'accord. Et ceux que tu viens de citer, c'est la génération de 90. D'accord. Bon. En politique, il n'y a pas de génération spontanée. D'accord. Voilà, chacun attend son tour. Voilà. Vous voyez, la dernière fois j'ai écouté Blé Goudé à la Haye. Je pense que les événements de 2011 lui ont permis, avec l'isolation, de commencer à se former. D'accord. J'ai vu un homme politique en formation, mais dont la formation n'est pas encore réellement terminée. Voilà. La référence à Mandela, il faut expliquer pourquoi Mandela était en prison. D'accord. Voilà. Tu es devant un tribunal colonial, explique ce que représentait Mandela dans la lutte du peuple sud-africain. Et pourquoi Mandela est sorti de prison. Ouais. Il y avait deux fractions. Il y avait la fraction radicale du Congrès panafricain qui avait pris les armes contre les Blancs en Afrique du Sud, qui disait un balle égale un colon. Et il y avait la pression de l'ANC en Namibie. Et il y avait la peur du patronat blanc qui est parti négocier avec Mandela pour qu'il sorte de prison. D'accord. Et le partage a été fait sans les combattants. Voilà pourquoi aujourd'hui, Julius Malema est en train de persécuter l'ANC. Que c'est vrai, on a eu le pouvoir politique, mais le pouvoir économique, ce pouvoir économique qui a été confisqué dans les négociations avec Mandela en prison. Ça fait que le combat est maintenant en double. C'est le cas en Côte d'Ivoire. Gbagbo est parti permettre à la bourgeoisie du PDCI d'éviter la guerre en nous amenant vers une Côte d'Ivoire où il pensait que la bourgeoisie du PDCI allait passer le pouvoir à une bourgeoisie de gauche qui allait gérer au moins le capitalisme par l'humanisme. Ils ont refusé. Ils l'ont déporté à la Haye. Donc on est obligé de reprendre le combat là où on devait le commencer depuis 1984, c'est-à-dire le combat anticolonial par les armes. On revient au même schéma. Donc le garçon, il a commencé à apprendre. Bon, je souhaite qu'il sorte de la Haye. Parce qu'à la Haye, là, je ne connais... Bon, il y a un chef de guerre anonyme là, du Congo démocratique qui a réussi à sortir. Mais est-ce que son cas peut être un cas d'école? Je ne sais pas encore. Moi, ce que je sais, c'est qu'en 1802, quand Napoléon a pris le pouvoir en 1800, une révolte s'est soulevée en Haïti. C'est une révolte contre l'esclavage. Des nègres haïtiens ont fait une insurrection en tuant tous les blancs de l'île. Quand la France l'a appris, Napoléon a envoyé une expédition militaire en Haïti, qui était dirigée par le général Leclerc. L'expédition militaire est arrivée avec des bateaux de guerre. Ces bateaux ont tiré sur l'île pendant au moins 10 jours. Et quand finalement les soldats sont descendus, ils ont capturé tous les insurgés et on a pris les chefs. On les a menés à Paris, dont Toussaint Louverture, Dessalines et compagnie. Mais c'est Toussaint Louverture qui a été jugé comme responsable de l'insurrection. Qu'est-il devenu? Il est mort de froid dans une prison coloniale dans le Jura, en France ici. Il n'est jamais reparti sur son île. Donc, quand les intérêts de la France sont en danger par une révolte anticoloniale dans un territoire français, quand on prend les insurgés là, ils ne retournent pas. Ils ne retournent pas chez eux. Un mauvais présaille pour Charles Blé Goudé. Je sais que la France ne change pas une équipe qui gagne. Je sais que la France ne change pas. Et nous, les combattants, on le sait. Si on veut que nos leaders sortent de là-bas, surtout mon ami Gbagbo, parce que Blé, c'est la génération des années 90, ses amis ils vont se débrouiller dans le COGEP. Moi, je me bats pour mon ami Gbagbo. Voilà. Donc, si Gbagbo sort de la Haye, ce sera sous la contrainte.
Vous voyez? Voilà. On est à une époque aujourd'hui où on regarde tous la télévision, on voit comment l'Occident évolue. D'autres jeunes Rien ne encore, se fait gratuitement. D'autres jeunes encore, vous n'avez pas de Blé Goudé certainement, mais il y a, en dehors de Blé Goudé, il y a Soro Guillaume, il y a Massa Hippo. Bon, Soro Guillaume a choisi la voie de la criminalisation. On s'est rencontrés à Paris en 1999. Vous qui êtes révolutionnaire, vous parlez de criminalisation? Oui. Une révolution peut-elle se faire sans commettre de crimes? Et Soro Guillaume n'a pas fait la révolution. Non, mais je vous demande, est-ce qu'il a fait une révolution au rang. Est-ce qu'on peut faire une révolution sans faire de crimes, sans commettre de crimes? Bon, ça dépend de quelle révolution. D'accord. Bon. Soro Guillaume est venu à Paris en 1999, poursuivi par Bédier qui voulait l'arrêter parce qu'il a fait une manifestation à Abidjan qui a dérivé. Donc il est arrivé ici, Marcel Aipo l'a amené chez moi, on a discuté. La discussion que nous avons eue portait sur les classes sociales en Côte d'Ivoire et la bourgeoisie du PDCI-RDA et comment elle s'était fait des quartiers où le peuple n'avait pas accès. Voilà. Et comment il utilisait l'argent du cacao-café alors que le peuple était dans la misère. Voici le débat que nous avons vu chez moi à la Messie à l'époque. D'accord. À Paris, dans le 13e arrondissement. Voilà. Quand il est reparti à Abidjan, je pensais que nous étions dans la même vision politique. J'ai été surpris de le voir à la tête d'une rébellion à Bouaké revendiquer un courant parcellaire du peuple de Côte d'Ivoire où il se battait au nom d'une région, d'une ethnie qui dit qu'en Côte d'Ivoire, elle était spoliée, elle était marginalisée. Mais moi, je rappelle aujourd'hui à Soro Guillaume que moi, je suis un bêté de Côte d'Ivoire. Si, depuis les indépendances, et même avant les indépendances, s'il y a un peuple qui a souffert en Côte d'Ivoire, je ne crois pas que les bêtés soient deuxième ou troisième. Ils sont toujours les premiers. Il y a eu l'affaire d'Ignambaï qui a apporté la guerre à Gagnoa en 1957. Il y a eu l'affaire Nyangbe qui nous a apporté la guerre à Gagnoa en 1970. En 1969, Dignambaï a été tué froidement à l'hôtel de Cotage à Gagnoa, tué par son propre cousin Gagna Clément, qui avait été payé par Oufo Boigny à coût de 20 millions de francs CFA, plus une voiture Chambord. En 1982 encore, on a annoncé un complot bêté. Quand moi j'ai quitté la Côte d'Ivoire en 1977, quand tu étais bêté, tu ne trouvais pas de maison. Même le travail, tu ne le trouvais pas, parce qu'on considère que le bêté est palabreux, il est révolutionnaire. Quelle ethnie en Côte d'Ivoire qui a été autant persécutée? Soro Guillaume dit que les gens du Nord ont été persécutés en Côte d'Ivoire. La confusion qu'il y a entre les gens du Nord et les étrangers, c'est qu'ils portent le même patronyme. Quand tu es Koulibaly, on peut trouver un Koulibaly au Nord. On peut trouver un Koulibaly au Mali. On peut trouver un Koulibaly au Burkina Faso. Voilà ce qui a fait l'amalgame. Il ne faut surtout pas qu'on confonde l'amalgame avec la question identitaire en Côte d'Ivoire. Ce que moi je reconnais en tant qu'homme politique ivoirien, qui exerce, qui parle et qui s'intéresse à mon pays depuis les années 80, ce que je vois, c'est que nous avons une deuxième génération de l'immigration africaine en Côte d'Ivoire, que nous n'avons pas encore trouvé un gouvernement pour naturaliser et on n'a pas encore convaincu le peuple ivoirien la nécessité de permettre à ces enfants nés en Côte d'Ivoire d'être ivoiriens d'office. Voici le combat qu'on a. Maintenant, quand on dépasse ce combat et qu'on se laisse instrumentaliser par un chef politique en mal d'ambition et qui vous dit oui, bon, allez combattre et demander à ce que les gens du Nord aient un statut spécial. Je vois aujourd'hui dans mon pays un état tribal qui depuis 2011 s'est mis en place. Non seulement tous les ministres sont en 99% issus du Nord, mais le président lui-même est du Nord, le ministre des Affaires est du Nord, le premier ministre est du Nord. Et c'est cette Côte d'Ivoire-là que nous voulons bâtir. Je vois, même jusqu'aux ambassadeurs, Alassane Ouattara a nommé des gens du Nord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui... Dans le cabal d'un cœur n'est pas du Nord et c'est le premier ministre de la Côte d'Ivoire. On les compte combien? Un comme ça parmi le groupe. Oui. Donc, aujourd'hui, quelle est la leçon qu'on en tire? On nous dit, bon, ben écoute, comme la rébellion du Nord a massacré l'Ouest, nous aussi on va continuer. Il faut qu'on crée une armée de l'Ouest. Au pire des cas, même demander même l'indépendance de l'État de l'Ouest. Avec comme capitale San Pedro. Là, on a un débouché sur le port. Imaginons. Ça, c'est votre projet ou c'est une imagination? Ben, je ne sais pas, je parle. Parce que beaucoup pensent de vous, waouh, Bernard Doza, c'est un rigolo, il dit des choses depuis 1990, la même chose, rien n'avance dans son affaire. D'abord, Bernard Doza est un idéologue. Avant d'agir, il faut expliquer aux gens, pour ne pas qu'on crée la confusion demain. C'est ce que Babou a dit au tribunal d'Aïe.
Avant que je ne sois président, j'ai d'abord longtemps combattu, j'ai écrit des livres sur la démocratie. Parce qu'après, il y a la confusion. Vous voyez? Après, il y a la confusion. Quand tu sors de n'importe où, là, quand on te tue aussi, on te tue n'importe où. On a vu le cas du général Gaye. Voilà. Donc, il faut d'abord créer un itinéraire. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand des gens se projettent au devant de la scène, dans le style Abel Naki, on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas quand est-ce qu'il a commencé à lutter. Et les Ivoiriens se cotissent de l'argent pour donner à un homme qui va faire quoi au nom du peuple ivoirien. La question de la libération de la Côte d'Ivoire, c'est les cotisations de Paris. La question de la libération du peuple de Côte d'Ivoire, occupé par Alassane Ouattara et la FRC, c'est les cotisations qui vont faire partie de ce gouvernement-là. C'est les cotisations. Combien les Ivoiriens vont cotiser? 200 euros, 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, 5 000 euros, même 200 000 euros, 500 000 euros, ça ne vaut rien du tout. Ça ne vaut rien du tout. Moi, j'ai rencontré l'ancien ministre de la Défense, Dida Kwasi Alomé. Je lui ai demandé combien il nous fallait pour libérer la Côte d'Ivoire. Il m'a dit, en gros, il faut 4 milliards de francs CFA. C'est de ça qu'on parle. Donc, les gens qui viennent... Où est-ce que vous comptez enlever ces 400 milliards de francs? Non, 4 milliards. À 4 milliards de francs CFA, où est-ce que vous comptiez les enlever? On va les trouver. Il y a des Ivoiriens que Gbagbo a enrichis. Qui ont fait partie du gouvernement de Gbagbo, qui se sont enrichis. On sait. Maintenant, s'ils refusent de donner l'argent pour qu'on libère la Côte d'Ivoire, on va... Ce discours, on a déjà entendu, M. Dozard. Il y a quelques années en arrière, vous nous recensiez. On connaît les dignitaires du PDCR d'hier. On va aller à Abidjan, on va les attacher au nord au soleil. Ils vont nous dire où se trouve l'argent de la bourgeoisie agraire. Là encore, maintenant, c'est les gens du Gbagbo. Je viens de faire le tour des milliardaires proches du FPI. Ceux après ceux du PDCR il y a 20 ans. Oui. Parce que là, on se rend compte qu'en réalité, ce sont les gens du PDCI qui étaient avec Gbagbo. Ah, d'accord. Bon. Donc, quand ils sont enrichis, quand on va les voir, non, je n'ai plus rien. Ils accusent Alassane Ouattara. Moi, j'ai la liste de tous ceux dont les comptes ont été gelés par Alassane Ouattara. Quand on regarde dans les comptes, il y en a même qui ont même 60 000 francs dans les comptes. Et ils pensent que je suis un enfant. Je ne suis pas un gamin. Ça fait 30 ans de métier de journalisme d'investigation que j'ai fait. Les milliardaires africains aujourd'hui ne mettent pas leur argent dans les comptes. Tout le monde le sait, ça. Ah bon? Ils ne mettent plus leur argent dans les comptes. Depuis qu'ils sortent, ils savent que chaque fois qu'un gouvernement africain tombe, les comptes sont gelés en Suisse, aucun dirigeant africain ne met son argent dans les comptes. L'argent aujourd'hui se met dans le sous-sol des maisons, ou dans la plantation à la campagne. Ou via les maîtresses. Bon, les maîtresses, même certaines fuient. Bon, il y a un ministre de Gbagbo qui a donné 40 milliards à une maîtresse qui a profité de la chute du régime, qui est parti aux États-Unis, qui s'est remarié. On peut avoir la révélation, c'est oui. Vous ne voulez pas dire qui là? Alors, vous êtes sérieux là, M. Dozard? Oui, c'est pour ça que 40 milliards. Les événements vont être compliqués. Et ce ministre est où actuellement, lui? Il est au Ghana. Exilé? Exilé. Il dit à tout le monde qu'il n'a rien à manger. Alors qu'il a 40 milliards qui ont filé entre les mains d'une maîtresse. Parce qu'on garde l'argent avec la maîtresse en se disant, bon, on connaît ma femme officielle, mais la maîtresse, on ne la connaît pas. Donc, elle peut partir à l'argent, cacher l'argent. Quand j'ai des besoins, je l'appelle. Mais si la maîtresse coupe le fil, comment tu fais l'argent est perdu? C'est le même scénario que quand tu mets l'argent dans un compte en banque en Suisse et qu'après, que tu ne sois plus le pouvoir, l'argent disparaît. C'est le même scénario. Vous voyez? On va rester toujours au Ghana. Et maintenant aussi, permettez-nous, nous sommes pratiquement à la fin, en tout cas, de cet entretien. On ne peut pas vous laisser partir sans quand même parler avec vous de cette information-là. Nous venons d'Abidjan, nous avons lu plusieurs médias nationaux. Il y en a qui vous de comploter en sourdine des coups d'État ou des coups de force, comme on le dit très souvent. Ça a commencé par le Nouveau Réveil. Oui. Le Nouveau Réveil qui a écrit que je suis en train d'ébruiter des scénarios visant le renversement des institutions de la République. Oui, mais à vous entendre parler là, maintenant sur notre plateau, est-ce que vous ne pensez pas que le Nouveau Réveil aurait raison? Maintenant, il y a un autre journal proche de Soro qui dit que je serai avec Koudou Kessié, qui a été l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire à Paris. Ici. À Paris. Oui. Et que avec Koudou Kessié, c'est au cœur d'un complot en Israël. Oui. Bon, on me dit ici que Bernard Dozard, qui est un ami personnel de Laurent Gbagbo, avec qui il était en rupture de banc à un moment donné du pouvoir FPI, ferait des pieds et des mains
pour préparer une opération de déstabilisation en Côte d'Ivoire. Voilà le papier. Vous dites quoi? Et on met ici ma photo avec celle de Koudou Kessié, on met Bernard Doza et Koudou Kessié, des hommes à suivre de près. Moi, j'ai fait une interview où j'ai dit que je n'ai pas à démentir ou à confirmer. Surtout quand l'accusation vient des criminels, comme Soro et Ouattara. Non, c'est des journalistes qui écrivent là. Oh, qui est derrière le journaliste, ça? Attends, on n'a pas dit qu'il est en Côte d'Ivoire. Et pendant qu'il est en train de faire son papier, Soro a arrêté derrière lui, même Ouattara a arrêté derrière lui. C'est Soro qui donne l'argent pour que le journaliste écrive le journal. Non, d'accord, ok. Ça, c'est pour le salaire. Oui. Mais pour l'écriture. Pour l'écriture, eh bien, écoute, les renseignements qu'on donne ici ne sont pas des renseignements vérifiables. Donc, ce sont des renseignements qui viennent des renseignements généraux. C'est un journaliste, comme vous le dites même. Oui, il peut être un journaliste d'investigation, il peut mener lui-même ses propres investigations. Quelqu'un m'aurait vu en Israël. Et la personne qui dit que moi j'ai déposé mes valises en Israël ne dit pas exactement dans quel hôtel j'habite. Ne publie pas, ne serait-ce qu'une photocopie de mon passeport. C'est un début d'information. Oui, mais bon, c'est une accusation grave. Dire qu'un individu s'est levé pour aller en Israël, pour aller acheter des armes, pour venir ramasser un gouvernement, quand on publie une telle information, il faut apporter des preuves. En face de cela aussi, il faut aussi démentir. Vous ne voulez pas démentir non plus? Non, je ne dément pas parce que je ne crois pas que Ouattara soit quelqu'un à qui même il faut donner, ne serait-ce que même, je ne sais pas, ben, pourquoi moi démentir même devant Ouattara que je ne suis pas en train de comploter? Mais pourquoi un tel mépris pour un individu, pour un homme? Ouattara a fait venir la communauté internationale en Côte d'Ivoire. Il a bombardé la Côte d'Ivoire pendant 11 jours. À la fin du bombardement, on a attrapé mon ami Laurent Gbagbo comme un bandit de grand chemin, déshabillé. Hein? On le voit à la télévision. Alors cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait pour Ouattara de bien? Il a beaucoup favorisé Ouattara. À plusieurs occasions, Ouattara a failli être tué au moins 3 fois. Gbagbo a intervenu pour que Ouattara reste dans la République. Il lui a même signé un document pour qu'il participe aux élections. J'ai promis à Ouattara que je vais faire le tour du monde. Je vais arrêter tout. Aujourd'hui, j'ai tout arrêté. Je suis en train de faire le tour du monde. Je vais de capitale en capitale. Je passe partout. Et pour déboulonner Ouattara, boulon par boulon. Et il va tomber. On va l'arrêter comme un oiseau. Devant une caméra, il va nous expliquer pourquoi il nous a amené la guerre en 2002. Et après, on va le fusiller. C'est ce qui va se passer. Parce qu'on n'a rien fait à Ouattara en Côte d'Ivoire. Pourquoi Ouattara a haï les Ivoiriens depuis 1992? À chaque fois que le peuple de Côte d'Ivoire veut s'exprimer, Ouattara agit, mais avec fermeté, avec violence. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? 100 000 FRC ont pris possession de notre pays. Chaque jour, dans les campagnes, on demande aux paysans de payer une obole pour aller dans leur propre plantation. Dans la capitale Abidjan, les FRC habitent dans les maisons. Ils couchent avec les femmes des gens. Ils sont en train de, petit à petit, progressivement, ils sont en train d'enceinter toutes les femmes en voie de procréation en Côte d'Ivoire pour faire une autre génération anti-ivoirienne dans notre propre pays. Alors vous voulez que je sois tendre avec Ouattara? C'est mon ami. Je ne le connais pas. Ni dans la lutte du peuple ivoirien. Il n'a jamais milité dans un syndicat étudiant, défendant le peuple de Côte d'Ivoire. Il n'a jamais milité nulle part. Il est sorti de l'école occidentale du mépris du peuple. C'est un financier. C'est un homme qui ne compte que l'argent. Le peuple ne l'intéresse pas. La preuve. Depuis qu'il a pris le pouvoir, vous avez une fois vu Ouattara recevoir des opposants? Qui les reçoit? Si ce n'est pas Ahmed Bakayoko, c'est Aoussou Jano, ou bien c'est Kabila Dekan. Ouattara est dans sa maison de verre. Il est trop grand pour recevoir des Ivoiriens. C'était Bernard Doza, auteur de Liberté confisquée, le complot franco-africain. Merci Bernard. Merci beaucoup. Et nous espérons vous revoir en tout cas dans les mois et on va dire dans les années à venir. Bon, je suis encore là, je suis en train de tourner. Il faut que mon ami Babo sorte de là et après on va discuter. Mais vous faites quoi au Bénin? On m'a dit que vous êtes au Bénin. Ben, je suis au Bénin, bon, je suis là-bas, je ne travaille même pas, je n'ai pas d'argent, je n'ai même pas de quoi manger. Mais avec quoi vous allez faire la révolution finalement? Ah, mais il y a un Dieu, non? Ah. Ok. En tout cas, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Merci et au revoir. Merci beaucoup.